Ouais. Merci Samuel et Massa de me confier cette tâche de parler des enjeux pour la modélisation climatique. Alors Balaji est à New York. Il est désolé de ne pas être avec nous. Il est peut-être en ligne. Il m'a aidé à mettre ces slides ensemble. Et puis vous allez voir après, donc j'ai mes collègues Olivier, Gaël et David viendront m'aider pour décliner ça à la façon Trax. Peut-être vous prévenir tout de suite qu'en fait j'avais préparé des slides très simples, très épurés, très pédagogiques, parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup de représentants de nos ministres et de nos tutelles dans la salle. Je crois que c'est plus trop le cas. Et donc je suis ravie de voir mes collègues scientifiques. Je vais essayer quand même de vous intéresser. Et du coup j'ai pris des petites notes en fait depuis ce matin de tout ce qu'il faut que je vous dise. Donc excusez-moi si c'est un peu haché. Mais je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont venus sur ce que c'est que la modélisation. Là, tout de suite, la question sur Copernicus, merci, c'est une excellente transition. Et on va commencer par deux événements qui se sont produits il n'y a pas si longtemps que ça. D'une part, cet éditorial dans Science qui disait que l'Europe construit un jumeau numérique de la Terre qui va révolutionner le climate forecast. Je ne le traduis pas, je laisse le terme anglais. Et en même temps, pas longtemps plus tard, professeur Syukuro Manabe reçoit le prix Nobel de physique. Et il faut savoir que M. Manabe est un des pères fondateurs de la modélisation du climat, alors d'un modèle très grossier, d'accord, avec plein de choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas du tout valides, mais qui jouaient avec, qui préconisaient que la modélisation du climat, il fallait absolument se l'approprier, jouer, faire tourner les modèles dans tous les sens, les casser, les faire exploser, les faire se glacer dans le futur, les faire se réchauffer, que c'était comme ça qu'on comprenait vraiment ce qu'était que la science de modélisation du climat. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir vous transmettre toutes les richesses des enseignements qu'on peut tirer de M. Manabe pour la modélisation au service des questions de la société, pour les services climatiques, parce que c'est vraiment ça qui est important. Et précisément, en fait, M. Manabe ne disait pas du tout qu'il fallait faire des jumeaux numériques. Mais ça, on y reviendra juste après. Ce que je vous raconte ici, en fait, c'est ce qu'on a publié dans un article intitulé « Est-ce que les GCM sont obsolètes ?» Alors, GCM, déjà, pour ceux qui ne savent pas, GCM, c'est General Circulation Model. En fait, c'est le nom des experts pour un modèle de climat. Alors, évidemment, là, je vais parler juste pour le modèle de climat hyper simple, qui est un océan, une atmosphère. C'est ce qu'on appelle les fluides géophysiques. Et donc, pour créer un modèle qui les représente, en fait, on part des équations mathématiques. Équations mathématiques qui viennent des lois de la physique. Et ces équations sont trop compliquées, donc il faut en faire des approximations. De ceci, ensuite, il faut donc des approximations, mais on reste dans le domaine des mathématiques, donc ce qu'on appelle les langages continus, qu'on fait sur le tableau avec la craie. Pour rentrer ça dans un ordinateur, il faut appliquer des algorithmes. Et là, c'est les Matappli qui nous les donnent, de discrétisation dans l'espace et dans le temps. C'est là où on arrive avec ces histoires de petits cubes, de résolution un peu à la façon des pixels dans les photos qu'on peut voir. Et ensuite, ces algorithmes nous permettent de les transcrire en programmes informatiques. Ces programmes informatiques, un modèle de climat, on compte plusieurs centaines de milliers de lignes de code. Autrement, autant vous dire que ce n'est pas tous les matins qu'on recommence un code de climat du début. On a toujours un héritage qui provient, et oui, il y a des lignes qui ne sont pas souvent revisitées. Et puis enfin, ces programmes informatiques, on les envoie sur des simulateurs, sur des calculateurs numériques. Alors on parle de HPC, calcul haute performance, on parle des nouvelles générations Exascale, etc. C'est ça dont il s'agit. Et enfin, on a un modèle de climat. Donc ça, c'est les GCM. Évidemment, ici, je ne parle pas des surfaces continentales, de la végétation. Je ne parle pas non plus de la biologie. Je parle de biogéochimie, au sens où on peut le représenter de façon continue. Mais il y a plein d'autres éléments qui sont dans un modèle de climat qui, malheureusement, suivent d'autres règles. Et donc, les faire se rendre compatibles, c'est un peu compliqué. Et surtout, le point ici sur lequel je veux insister, c'est que chaque étape, ce sont des choix. Et qui dit choix dit une incertitude. Et si on avait fait un choix différent? Est-ce que le modèle de climat, à la fin, serait différent? Bon, la réponse est oui. Et ça fait partie des reproches qu'on fait au GCM. Mais commençons d'abord par le reproche de construction dans la méthodologie, cette façon de construire. C'est le premier point. Cette histoire de construction en colonne versus une structuration grande échelle. L'idée ici, c'est qu'en effet, on a un cadre méthodologique qui travaille d'abord sur une dimension verticale, dans ce qu'on appelle 1D. Et c'est ce qu'on fait dans l'atmosphère, c'est ce qu'on fait dans l'océan, c'est ce qu'on fait aussi pour les représentations de la végétation. Et ensuite, on va avoir une résolution, on va étendre ces choses-là à de la dynamique en 3D. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de phénomènes physiques, ça ne vous a pas échappé, qui se passent d'abord dans cette dimension horizontale. Et du coup, le fait de couper les deux peut en effet introduire des difficultés à représenter ce qu'on appelle les cascades d'énergie directes et inverses. Cascades d'énergie, ça veut dire des petites échelles spatiales aux grandes, et inversement.
C'est vrai que la structuration comme ceci, comme est montré sur le schéma de droite qui décrit bien tous les modèles de climat à l'heure actuelle, c'est un obstacle. On y reviendra après. Le deuxième reproche qui est fait sur les GCM, c'est cette histoire de calibration des paramètres. Alors la calibration des paramètres, ça veut dire en fait tous les choix qu'on a fait en amont, et si on avait fait un autre choix, mais ça fait surtout référence au fait que ces modèles, vous le voyez ici, c'est un peu grossier, mais quand on a des grosses mailles, des gros pixels, ce qui se passe à l'intérieur, on est bien sur des fluides, il n'y a pas de trou en fait. Donc ce qui se passe à l'intérieur, on ne le représente pas, il faut paramétriser son effet. Et ça, il y a des bases physiques pour le faire, mais il y a beaucoup de choses ad hoc sur comment le décider. Il faut savoir qu'il y a un super papier qui parle de cette calibration par Frédéric Ourdin, L'art et la science de la calibration des modèles de climat. C'est un papier qui est sorti en 2017. Donc en fait, c'est encore beaucoup un pan de la modélisation du climat qui est caché sous le tapis, dont on ne veut pas vraiment parler. Alors fort heureusement, il y a des méthodes maintenant un peu plus intelligentes, plus automatiques. Ça fait partie d'un des PC de Trax qui vous sera présenté tout à l'heure. Mais cette calibration des paramètres, c'est le plus gros reproche qu'on fait à l'heure actuelle au GCM. Et puis le troisième point, c'est la multiplication des modèles. Valérie vous montrait ce matin dans une figure ces petites hachures qui montrent que les modèles ne sont pas d'accord. Voilà. Là, vous l'avez, 114 modèles pour représenter le climat actuel, pour informer le rapport du GIEC. Évidemment, les 114 ne sont pas d'accord. Ce sera un peu trop simple. Et il y a plein d'endroits où ils ne sont pas d'accord, et surtout dans le futur. Et j'ai aussi une autre illustration de ça qui va venir juste après. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de 50 ans de modélisation du climat, et notamment des apprentissages qui viennent de M. Manabé? Le premier point, c'est que le choix de la résolution spatiale doit dériver de la question scientifique. Et je suis ravie de l'illustrer ici avec un sujet scientifique pour lequel j'ai développé ma carrière de chercheur au CNRS, qui est ce qu'on appelle la MOC, ou la circulation océanique méridienne de retournement. Peu importe ce que c'est que cet acronyme, grosso modo, c'est la circulation océanique de grande échelle qui distribue de la chaleur et de l'eau douce et qui piège aussi du carbone en profondeur. Et donc c'est ça qui régule le climat actuel. Je suis sûre que le petit panneau en haut à gauche, vous l'avez déjà vu, c'est la théorie qui est encore la seule pour expliquer des transitions glaciaires interglaciaires du climat avant la période plus stable actuelle. Le problème, c'est que cette théorie, en fait, elle oublie complètement le fait que la circulation de la chaleur et la redistribution de la chaleur dans les océans, elle est d'abord faite par la vision au milieu, c'est-à-dire ces gyres océaniques, ces grandes structures de circulation, très très grande échelle. Et c'est ça, en fait, qui fait d'abord le transport de la chaleur de l'équateur vers les pôles et qui fait la contribution de l'océan au climat. Mais ce panneau au milieu, il n'est toujours pas bon. Ça montre les gyres océaniques, mais en fait, les courants océaniques, c'est la figure en bas à droite qui les montre vraiment. Il y a seuls quelques courants permanents, très intenses, qu'on peut voir, mais le reste, ça n'est que des filaments, que des structures tourbillonnaires qui vont être très volatiles, qu'on va voir à un endroit puis à un autre. Maintenant, ces trois visions, elles sont correctes, alors, ou elles sont toutes fausses, je ne sais pas, mais c'est trois visions de la même chose, qui sont les océans. Il est évident, quand on travaille sur l'impact de l'océan sur les transitions glaciaires interglaciaires, on ne peut pas le faire avec la vision en bas à droite. Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, c'est le framework, la structuration en haut à gauche qu'il faut prendre. Et inversement, si on veut regarder l'effet des tourbillons sur, par exemple, les puits de carbone ou les sources de carbone ou d'autres choses à la surface des océans, alors ce n'est pas la figure en haut à gauche qu'il faut prendre, c'est celle en bas à droite. Donc ça, c'est comme ça que j'illustre le fait que chaque résolution spatiale, elle doit vraiment être adaptée à la question qu'on va poser. Et ça vaut aussi pour les services climatiques qu'on devra en sortir de ces gros modèles-là. Le deuxième point, c'est sur toutes les incertitudes. Les incertitudes des modèles de climat, il y en a beaucoup. Alors, je les ai listées ici de façon un petit peu académique. On parle d'incertitudes structurelles, paramétriques et intrinsèques. Donc les structurelles, c'est lié au choix des lois physiques au départ qui ont fait les équations qu'on va essayer de résoudre et de ces choix d'algorithmes mathématiques pour construire ces modèles. Les questions paramétriques, c'est vraiment spécifique pour ces histoires de représentation des processus qui ne sont pas explicitement présents dans les modèles. Le troisième point, c'est quelque chose sur lequel les modèles de climat ne pourront rien faire, c'est le fait qu'intrinsèquement, il y a de l'incertitude dans le climat, il y a des choses qui ne sont pas observées. Et par exemple, quand Valérie montrait ce matin des histoires d'évolution depuis 1850, en 1850, on n'a pas observé le climat à ce moment-là. On avait quelques mesures ponctuelles, mais les courants dans les océans, par exemple, on ne les connaissait pas. Donc en fait, quand on va chercher à intégrer les modèles depuis 1850, on part d'où? En fait, on ne sait pas d'où partir. Donc intrinsèquement, il y a une incertitude dans toutes les projections qu'on va faire du futur, et aussi dans les reconstructions sur l'actuel, qui sont « mais c'était quoi avant ?» Typiquement, ces incertitudes, elles apparaissent sur cette figure, qui reflète exactement la circulation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est l'intensité. Sverdrup, c'est une unité de débit, c'est le volume de ce grand tapis roulant, on peut dire, qui parcourt les océans.
Et donc vous avez sur une axe temporelle depuis 1850 jusque dans le futur, et c'est une combinaison d'un grand nombre de modèles qui ont été faits pour ce projet d'intercomparaison CMIP6 qui alimente le dernier rapport du GIEC. Et les observations, vous les avez en noir au milieu. Elles sont toutes petites, 17 ans. Clairement, ce n'est pas suffisant en fait pour décrire grand-chose sur les mécanismes climatiques. Mais donc, pour revenir sur ces histoires d'incertitudes, en fait, je vous parlais des incertitudes structurelles et paramétriques. C'est ça, les petites tirées en pointillés. Et le shading bleu, donc alors bleu, c'est le passé, rouge, c'est le futur, mais ça, vous l'aurez deviné tout seul. Et vous voyez que sur le bleu, en fait, le petit tiré, en fait, la partie incertaine, elle suit à peu près la tendance de la moyenne de toutes les trajectoires. Autrement dit, c'est constant. Bon, ce n'est pas le cas dans le futur. Donc ça représente ces fameuses constructions structurelles et paramétriques. Dans le futur, on a une explosion. Comment ça se fait? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a le fait notamment que tous ces modèles différents n'ont pas la même sensibilité climatique. La sensibilité climatique, c'est combien le modèle se réchauffe quand on lui ajoute une certaine quantité de gaz à effet de serre. Et ça fait partie des grands sujets qui ont été débattus après la production de tous ces modèles-là. C'était pourquoi tous ces modèles ont des sensibilités différentes. Est-ce que ce serait surestimé par rapport aux exercices précédents, notamment CMIP5? Et où est la réalité? Et comment faire pour réduire cette incertitude? Il n'y a peut-être pas que ça. Cette histoire de circulation grande échelle dans l'océan, elle a une variabilité intrinsèque, plutôt sur des échelles centenales. Et en fait, en fonction de ce qu'on a choisi comme point de départ en 1850, on ne va pas du tout avoir le même comportement 200 ans plus tard. C'est normal. Si vous avez quelque chose d'oscillant sur une échelle de temps de 100 à 200 ans, en fonction de si vous partez en bas ou en haut de la courbe, vous n'allez pas avoir la même chose dans le futur. Mais il y a d'autres sources d'incertitude ici qui ne sont pas incluses. C'est notamment le comportement des calottes. Il faut savoir que tous ces modèles ici n'ont pas de calotte interactive. Donc la fonte des calottes du Groenland, de l'Antarctique et leur impact sur la circulation océanique, ce n'est pas du tout pris en compte ici. Évidemment, c'est un des points sur lesquels, avec Trax, on va essayer d'améliorer les choses. Le troisième point qu'on retient de ces 50 ans de modélisation du climat, c'est le besoin d'avoir des modèles contrefactuels. Alors en français, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, c'est vraiment l'anglais qu'on utilise, counterfactuals. L'idée, c'est d'avoir des modèles avec lesquels on peut jouer, on peut enlever des choses, on peut en rajouter. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est cette figure qui vient du dernier rapport du GIEC, qui montre en fait l'évolution des températures globales. Donc en noir, c'est les observations, et en marron, c'est telles que reconstruites par ces modèles. Et puis, alors bon, on est d'accord, il y a des petites choses qui fonctionnent bien. Il y a des endroits où il y a plus d'écart entre les observations et ce que disent les modèles, mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, notre lecture, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse, c'est le fait que les observations en fait, tombent dans cette barre d'incertitude des modèles. Mais par contre, avec les modèles, on peut jouer et on peut dire « et si, en 1850, on n'avait pas mis des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique ?» Et là, dans ces cas-là, on obtient l'ensemble des courbes bleues ou vertes qui sont dans le bas. Ça, c'est un counterfactual. On peut en faire d'autres. On peut se dire « et si les calottes avaient déjà fondu ?» ou « et si les calottes ne fondaient pas ?» ou et si il y avait beaucoup plus d'aérosols dans l'atmosphère, ou autre. Tous ces scénarios, toutes ces choses-là, tous ces jeux, c'est vraiment ce que les GCM permettent de faire, ces modèles de climat. Et c'est important d'insister sur ce point, parce que c'est comme ça qu'on améliore notre compréhension du système climatique sur l'actuel et aussi son comportement dans le futur. Donc tout ça, c'est la modélisation du climat, mais arrivent les services climatiques, avec des enjeux particuliers qu'on se doit d'adresser, notamment ce besoin d'information climatique à petite échelle spatiale, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une ville, avec une quantification des incertitudes, parce que derrière, on va en dériver un risque. Bon, alors sur ce point, on a entendu beaucoup de choses sur cette histoire d'augmentation de la résolution spatiale. Moi, j'aimerais bien revenir sur un élément qui a été mentionné ce matin par Éric Brun, qui était l'histoire d'avoir une information à plus haute résolution diagnostique ou prognostique. Ce point, je pense, mérite d'être évoqué parce que c'est vraiment des méthodologies qui sont différentes derrière. Diagnostic, ça veut dire, grosso modo, il faut fournir une information à plus fine résolution spatiale. Par exemple, pour donner une prévision de pattern de vent sur un champ d'éoliennes, il faut que dans le futur, cette prévision elle tienne compte de la positionnement, du relief, etc. Là, dans ces cas-là, c'est une démarche diagnostique. On veut décliner l'information de la très grande échelle vers la plus petite échelle. Évidemment, on ne veut pas juste raffiner, augmenter le nombre de petits cubes dans nos pixels. On veut aussi introduire de l'information, notamment le comportement d'une chaîne de montagnes, d'une vallée, de choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose de diagnostique qui n'est pas l'inverse, qui serait prognostique. Où là, dans ces cas-là, on veut vraiment pouvoir processer de l'information à plus fine résolution, dans un contexte contraint par la grande échelle.
Typiquement, ce côté prognostique, c'est si on veut reproduire l'évolution d'un cyclone dans le futur, ou l'évolution où il y a une dynamique qu'on veut reproduire à petite échelle, parce qu'on sait que c'est nécessaire. Cette nuance entre diagnostic et prognostic, elle n'est pas du tout simple à évaluer pour un service donné. Ce matin, j'ai entendu dire qu'il fallait qu'on augmente la résolution spatiale de nos informations, notamment autour de l'outre-mer, et on disait jusqu'où aller et quel est le potentiel de l'IA au-delà de la résolution physique des modèles. Précisément, ce point est très important et pas du tout anodin à évoquer. Oui, c'est vrai, dans cette démarche d'augmenter la résolution ou d'avoir plus d'informations à petite échelle, l'IA peut tout à fait nous apporter des solutions, autant qu'on a des données disponibles. C'est-à-dire que l'IA peut rajouter d'autres choses que les modèles ne font pas, mais si les données existent. Si on n'a pas les données, alors ça ne servira à rien en fait. Si, ça va nous donner d'autres éléments sur les modèles, c'est très important, j'y reviendrai. Mais attention à ne pas confondre les différents enjeux d'avoir cette information. Et c'est deux choses différentes, d'avoir vraiment des modèles dynamiques qui peuvent tourner à très petite échelle ou juste une vision des choses qui est plus raffinée en échelle spatiale. L'autre enjeu pour moi des services climatiques, c'est le fait que quand on parle d'adaptation des infrastructures, on est sur du temps long. On n'est pas sur un enjeu de prévision à court terme, on est sur des projections multidécennales parce que le changement d'une infrastructure portuaire, c'est une échelle de temps de 50 à 70 ans. Donc il faut être capable de donner une information climatique sur ces échelles de temps-là. Et le souci, c'est qu'à ces échelles de temps, on ne peut pas juste représenter l'océan et l'atmosphère. Il faut tenir compte aussi de la cryosphère. J'en ai parlé tout à l'heure, notamment pour le niveau de la mer. La glace de mer, évidemment, mais les végétations, les types de végétation. Et il ne suffit pas juste d'avoir tous ces composés qui sont côte à côte. Il faut qu'ils puissent interagir entre eux. Il faut qu'on représente aussi les rétroactions entre tous ces éléments. Et ça ajoute de la complexité très importante qu'on n'est pas encore bien sûr de savoir gérer complètement. Dans ce domaine de rétroaction, j'aimerais souligner ici les besoins sur les services écosystémiques sur des échelles de 70 ans. C'est un élément qu'on a entendu ce matin aussi. Ça, on ne pourra pas le faire avec juste un modèle de climat océan-atmosphère. Il faut savoir intégrer les rétroactions avec tout le reste. Mais il y a aussi un point de rétroaction qui, moi, m'intéresserait de soulever ici. C'est en fait, une fois qu'on aura délivré un service climatique, on a posé tout à l'heure la question, comment on va les évaluer, ces services? Et si jamais, à un moment, on se rend compte qu'on s'est trompé, ou que la démarche, la méthodologie qu'on n'avait pas faite ne fonctionne pas, c'est typiquement des phénomènes à petite échelle ou sur une phénoménologie, qu'on va se rendre compte qu'on s'était trompé, est-ce qu'on va savoir faire la rétroaction, c'est-à-dire corriger toute notre méthodologie, revenir en arrière, quels sont les éléments qu'on n'a pas tenu compte ou qu'on n'a pas suffisamment bien représentés, et comment on peut améliorer ça dans la suite. La proposition qu'on amène avec Trax, c'est finalement d'assembler une hiérarchie de modèles. Alors, cette hiérarchie, elle est multidimensionnelle, et je vais essayer de vous la montrer en 3 étapes. Tout d'abord, cette histoire de résolution spatiale que je montrais tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir transférer de l'information au travers différentes échelles. Vous avez en bas ici l'exemple canonique sur l'Europe de la résolution actuelle du modèle LMDZ pour le modèle de l'IPSL. Et puis tout en haut à gauche, c'est une version plus haute résolution avec le nouveau cœur dynamique Dynamico. La question sur ces échelles-là, c'est d'une part comment on peut transférer de l'information de l'un à l'autre. J'ai bien une flèche dans les deux sens. Ce qu'on aimerait aussi, c'est que les modèles de basse résolution soient informés par les processus tels qu'ils sont mieux représentés à plus fine résolution. Bon, ça, typiquement, on a des problèmes de stabilité numérique, notamment quand on va chercher des outils comme l'intelligence artificielle pour transférer cette information. On ne sait pas encore bien faire. Mais tout à l'heure, tout de suite, là, j'entendais le problème de cohérence entre les échelles. Évidemment que c'est ça le problème dans cette dimension résolution. C'est qu'on ne peut pas juste se permettre d'avoir des projections climatiques à l'échelle du globe, et puis d'autres sur la Méditerranée, d'autres sur l'Europe et d'autres sur la France, et qu'à la fin, à chaque fois, on ait un chiffre différent. Donc avec ma flèche dans les deux sens, c'est ça que j'indique. C'est qu'il faut qu'on réfléchisse comment faire fonctionner cette hiérarchie pour avoir une cohérence globale dans tous ces produits qu'on fournira. Le deuxième axe de ma hiérarchie, c'est la complexité, avec notamment la proposition de Trax d'amener les modèles de calotte dans les modèles de climat. C'est très important. On en a absolument besoin pour tout ce qui va être estimation des risques de submersion. Mais attention, on sait que, alors j'ai aussi indiqué là dans mon axe complexité vers le loin, les modèles de végétation, les modèles de sol, plus ou moins nus, et de leur capacité à retenir l'humidité ou pas, avec le permafrost. J'ai compris maintenant qu'il fallait représenter certains types de mousse pour isoler les sols, etc. Tout ça, c'est des éléments de complexité
qui coûte cher, il faut être honnête. Ça coûte cher en temps de calcul, ça coûte cher en temps humain, ça coûte cher en nombre de collaborateurs à mettre autour de la table pour être sûr de ce qu'on fait. On ne va pas pouvoir tout faire avec le modèle tout au loin, là, celui qui fait tout très bien. Ce n'est pas possible. Mais du coup, on a une obligation dans cette hiérarchie, c'est d'assurer la cohérence, encore une fois. D'être sûr que, par rapport à nos modèles qui ont une calotte interactive, quand il y en a qui n'en ont pas, qu'on fait les choses proprement, qu'on améliore ces paramétrisations. Non pas de processus de fine échelle, mais juste d'éléments, de compartiments entiers qu'on ne peut pas se permettre de représenter. Évidemment, l'intelligence artificielle va nous aider sur ça, notamment avec des émulateurs, des comportements, des simulateurs, parce qu'on va entraîner et ensuite on pourra appliquer à moindre coût. Le troisième axe de ma hiérarchie, c'est la durée des simulations. Parce qu'il faut mieux comprendre les impacts du changement climatique sur les événements extrêmes et vice-versa. Et là, j'insiste, on est aussi très intéressé pour savoir quel est ce qu'on appelle cette cascade inverse. Ces événements extrêmes, alors j'ai mis ici un cyclone par exemple, quel est leur impact quand c'est intégré sur les échelles de temps longues? Ça, c'est notre métier de climatologue en fait, de savoir marier toutes ces échelles de temps. Alors pour être honnête, le cyclone, je ne l'ai pas mis exactement sur la même ligne que ma calotte, qui est en bas à droite, parce que donc, faire des modèles et ajuster, équilibrer des modèles avec calotte, c'est des milliers d'années d'intégration. Une projection de trajectoire d'un cyclone, on est plus sur du 3-4 mois. Je ne l'ai pas mis sur la même ligne, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même résolution spatiale. Donc c'est pour ça que je l'ai migré un peu en haut à gauche, parce qu'à la fin, évidemment, on met tous ensemble. On veut avoir, dans la hiérarchie, des éléments à plus ou moins haute résolution spatiale, plus ou moins grande durée d'intégration, et puis plus ou moins de complexité. Alors sur ce schéma complet, je veux attirer votre attention sur une grande difficulté qu'on a quand on fait la modélisation du climat, ce sont les couplages. Les couplages, ça veut dire quoi? D'un point de vue très technique, c'est qu'on a des codes qui sont différents, qui sont écrits différemment, qui sont validés différemment, qui tout d'un coup se parlent. Alors il faut qu'ils se parlent en donnant des grandeurs physiques qui sont cohérentes, mais il faut aussi que d'un point de vue mathématique, statistique, informatique, il faut que cette information, elle soit cohérente. Et il ne faut surtout pas que la façon dont on va transmettre l'information, ça casse les bonnes propriétés mathématiques qu'on avait dans un autre compartiment, et vice-versa. Et actuellement, c'est un vrai problème quand on va assembler tous ces éléments-là. Je crois que j'en arrive à la fin, j'espère que je ne suis pas trop longue. Le dernier point que je voulais souligner, c'est les enjeux des infrastructures de calcul, parce que c'est un élément externe à notre communauté, on n'a pas la main sur les calculateurs de demain, on les utilise, et eux, ils évoluent. Et donc les nouvelles infrastructures, je ne vais pas les détailler ici, j'ai mis un petit exemple de Janzé qui paraît peut-être un peu old school, parce que c'est un calculateur qui a déjà quelques années, mais qui est déjà porteur des architectures hybrides avec ces deux types de processeurs, CPU et GPU. Bon, bah évidemment, c'est un des enjeux de notre communauté, c'est de faire évoluer les logiciels existants pour s'adapter à ces nouvelles infrastructures. On parle de plusieurs années de travail, de plusieurs dizaines de collaborateurs pour y arriver. Le point ici que j'aimerais souligner dans la salle, c'est on fait quoi en attendant? C'est-à-dire que Trax, on va aussi continuer d'améliorer la physique des modèles. On va continuer à les développer. Mais on fait quoi? On fait ça en même temps qu'on transfère, qu'on réécrit? Ou on fait une pause et on part tous en vacances pendant 10 ans en attendant que le portage soit fait, et puis après on revient? Évidemment, ce n'est pas des choses qu'on peut imaginer. Mais par contre, c'est des choses qu'on doit intégrer dans notre roadmap sur comment on va avancer et comment on va évoluer. Pour vous donner une idée, encore une fois, le souci qu'on a très ponctuellement et de façon très pragmatique, c'est qu'on a du mal à recruter en fait des gens qui sont capables d'avoir la connaissance de faire évoluer ces logiciels sans complètement casser la physique qui est dedans. Parce que oui, dans la communauté climat, c'est les physiciens qui développent leurs modèles. Et ça, je pense qu'on peut en débattre aussi. Il y a d'autres communautés où ce n'est pas le cas, mais dans la communauté climat, c'est le cas. Le deuxième point, pour développer les liens avec l'intelligence artificielle, je vous en ai beaucoup parlé, dans le discours de la ministre aussi, elle en a parlé, donc ça, on ne revient pas sur cette question-là. Mais là, de nouveau, moi, je pose la question des enjeux de recrutement. Parce que déjà, on a du mal à trouver des physiciens qui sont bons en vision informatique. Mais alors, en plus, en trouver aussi qui parlent intelligence artificielle, c'est quasiment mission impossible. Et tous les postes qu'on ouvre en ce moment, c'est très compliqué. Alors, Trax a un enjeu de formation, c'est très bien. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ne soit pas trop ambitieux et qu'on fasse remonter en amont ce besoin de formation. Parce que le public de jeunes qu'on veut former, tout de suite, on n'en a pas. Un point aussi sur l'intelligence artificielle que j'aimerais évoquer, c'est la question d'interprétabilité. L'interprétabilité, c'est le fait que l'IA n'est pas une boîte noire, mais qu'on comprend ce qui se passe à l'intérieur, et surtout que nous, physiciens, on retrouve nos petits, on retrouve les comportements qu'on a l'habitude de retrouver. Alors évidemment, quand on a plein de données disponibles, et qu'on fait des émulateurs qui reproduisent le comportement, éventuellement, on peut se passer de cette interprétabilité. Mais dans d'autres domaines, notamment
quand on utilise l'IA pour informer des paramétriations, alors là, on veut vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que tout ce qui est apprentissage sur de l'actuel qu'on emmène dans le futur, alors là, c'est terra incognita. On ne sait pas ce qui se passera dans le futur. Donc pour moi, l'enjeu d'interprétabilité, il est vraiment important ici. Le dernier point, je l'aborde, j'en parlais déjà tout de suite, c'est cette histoire d'intégration modèle-données. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de cette histoire des jumeaux numériques, qui dit qu'en fait, on va résoudre beaucoup de nos problèmes parce qu'on va plus se baser sur ces données. Oui, c'est vrai. J'ai parlé des GCM. Je vous ai dit, c'est vraiment les domaines fluides, océan, atmosphère. Il y a plein d'autres compartiments, notamment la végétation, sur lesquels, en effet, ce serait mieux de se baser sur des données, ou du moins, c'est déjà ce qu'on fait, en fait. Il n'y a rien de vraiment nouveau. Mais de nouveau, la question ici, et notamment dans le cas des services climatiques, c'est a-t-on la donnée? Qu'est-ce qu'on a comme donnée pour pouvoir être sûr qu'on va faire mieux et qu'on a ici une marge de progression? Je crois que j'ai fini ma note de petites choses à vous raconter. C'est un peu abrupt comme finish, mais vous allez avoir la suite maintenant, comment on fait ça dans les PC. Merci beaucoup, Julie. Alors, on va passer à la description des PC après cet appetizer. Donc, David, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Julie, pour cette superbe introduction. Donc, bienvenue dans le cœur du réacteur PC5 PC10. Donc, je vais vous retrouver ici une grande partie déjà de ce qu'a dit Julie. C'est-à-dire, on reconnaît dans le PC10 les modèles à haute résolution, donc PC8, PC9 qui représentent plutôt la complexité, cycle biogéochimique et aussi composantes manquantes dans les modèles, les calottes polaires. Il ne faut pas oublier la physique, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer en dehors de la communauté, nos modèles ne sont pas parfaits, même s'ils sont capables de fournir des messages robustes sur les évolutions climatiques, la variabilité passée et future. Les modèles doivent aussi être donc calibrés, comme Julie l'a dit. Il faut comprendre les incertitudes inhérentes aux modèles, notamment, et les modèles doivent être efficaces. Ils doivent en particulier s'adapter à certaines nouvelles architectures de calcul qui arrivent, notamment le GPU, de façon à faire des simulations aussi longues que possible, des ensembles aussi importants que possible, notamment de manière à bien évaluer les incertitudes. Alors je commence par le PC10, par la haute résolution. Donc, ça peut paraître assez évident, mais les manifestations du changement climatique ne sont vraiment pas les mêmes pour tout le monde. Ça dépend vraiment de si on habite dans une ville ou si on habite dans une montagne. Donc des milieux où on a des hétérogénéités, des vallées, des endroits qui sont couverts de neige. Et donc les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et il faut avoir dans nos modèles le contenu qui va bien pour représenter ces effets-là. Donc par exemple, sur une ville, il faut représenter le bâti, il faut des modèles à haute résolution pour ça. Et dans un relief complexe comme celui des Alpes, il faut être capable de représenter au moins les grandes vallées. Alors, des événements en 2022, vous le savez toutes et tous, on en a eu beaucoup. Beaucoup de catastrophes. On a eu notamment des records de chaleur en France, avec des températures jusqu'à 43 du côté d'Arcachon. De la sécheresse aussi, corollaire des feux de forêt, notamment en Gironde, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits, y compris en Bretagne. Ça ne concerne pas seulement que les surfaces continentales et que l'atmosphère. On a aussi, ça se voit peut-être un peu moins, mais on a eu aussi une vague de chaleur marine vraiment remarquable en 2022 dans une bonne partie du nord-ouest de la Méditerranée, donc ce qui a des impacts vraiment très néfastes pour la biodiversité océanique. Et alors ça c'était en 2020, mais l'événement de pluie extrême majeur qui s'est produit dans les Alpes-Maritimes. Et tout ça, en fait, ça nécessite une approche à un petit peu plus haute résolution. Et donc, encore une fois, pour enfoncer le clou par rapport à ce que disait Julie, il y a certaines questions qui demandent ça, mais toutes les questions ne le demandent pas. Alors, un petit exemple de ce que peuvent faire
les modèles, donc soit ici le super typhon Haiyan en 2013 qui a dévasté les Philippines et conduit au déplacement de 4 millions de personnes, observé par radar tout à gauche, dans une modélisation à 60 km. Donc là, ce qui est représenté ici, ce sont les précipitations en millimètres par heure. Donc on voit que à 60 km, on ne peut pas représenter explicitement les très forts cumuls de précipitations qui peuvent se produire sous les cyclones et qui sont, à côté du vent et des vagues, un des dangers majeurs qui existent lorsqu'un cyclone se déclenche suite à des inondations. Ça peut faire des glissements de terrain. Et on voit tout à droite une simulation à 1 km où l'œil du cyclone est bien dessiné. On voit des variations spatiales très importantes de l'intensité des précipitations. Donc c'est un exemple qui montre qu'il peut y avoir des apports de la haute résolution. Ça peut permettre aussi de résoudre des phénomènes comme les orages, comme la grêle. Dès qu'il y a finalement, dès que la grêle ravage une région, ravage des cultures, on nous pose souvent la question, mais est-ce qu'il y aura plus d'orages dans le futur? Est-ce qu'ils seront plus forts, plus dévastateurs? Alors, on est assez en peine de répondre à ces questions-là pour l'instant, parce que finalement, on n'a pas dans les modèles, on n'a pas des simulations suffisamment nombreuses qui nous permettent de répondre de façon robuste à cette question-là. Donc, il s'agit d'élaborer des modèles climatiques et même des modèles couplés régionaux climatiques à l'échelle du kilomètre, avec une haute résolution temporelle aussi, mais aussi, ces modèles-là ne sont pas parfaits non plus, mais il faut les combiner au mieux avec des approches statistiques pour délivrer la meilleure information, la plus fiable possible en soutien aux stratégies d'adaptation. Alors les défis qui ont été identifiés par l'équipe qui porte le PC10, donc au-delà d'augmenter la résolution des modèles, alors ça peut paraître simple comme ça, il ne s'agit pas de changer un paramètre dans un fichier informatique donné en entrée au modèle. Il y a beaucoup de défis techniques qui sont amenés par cette augmentation de résolution. Des processus clés qui n'étaient pas représentés dans les modèles à plus basse résolution qui sont représentés et qui permettent d'accéder à de nouvelles informations, notamment des extrêmes, qui ont des impacts forts sur nos sociétés. Mais tout ça, ça coûte cher, comme l'a dit Julie, et dans certains cas, bien sûr, compte tenu des moyens de calcul, et est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs, on n'est pas capable de faire des centaines de simulations à très haute résolution avec plusieurs modèles. Et donc, on doit avoir recours aussi à des techniques statistiques, des techniques d'apprentissage qui sont capables d'émuler le lien entre une résolution comme ici de type 12 km, qui permet déjà d'accéder à certains phénomènes, mais pas tous, vers des plots de résolution type kilométrique, voilà, sans faire des simulations qui sont quand même très longues à réaliser et très coûteuses. Et il faut vraiment limiter, disons, utiliser le calcul le plus pertinemment possible. Et ces modèles doivent être transportables aussi, dans la mesure où ils ne doivent pas être trop attachés à un territoire en particulier où on les a développés, de façon à pouvoir, dès qu'il y a une thématique scientifique ou peut-être un nouveau service à apporter dans une autre région, donc notamment pour Trax en Afrique de l'Ouest et sur les Outre-mer, au-delà de la métropole, ils doivent être facilement transportables. Alors le PC8 donc, explore la complexité sous l'angle des cycles biogéochimiques. Alors, finalement, la haute résolution dont je parlais juste avant n'exclut pas totalement ce type de complexité. Elle peut être nécessaire aussi pour répondre à certaines questions. Par exemple, on peut mettre de la biogéochimie océanique, des aérosols, dans un modèle régional à très haute résolution. Mais là, donc un exemple ici, les feux de forêt, c'est un des aspects qui sera étudié dans ce projet ciblé. Alors les feux de forêt, bien sûr, ça correspond au déstockage de carbone qui se trouve dans la végétation sur les surfaces continentales. Ça se retrouve à un moment dans l'atmosphère. Nos modèles ont déjà un contenu qui est assez élaboré pour traiter le cycle du carbone global dans les différentes composantes du système Terre. Bon, c'est à compléter quand même, il y a encore du travail à faire là-dessus. Mais le feu de forêt, c'est aussi une production de particules, une production d'aérosols, mais de nature assez variée, c'est assez complexe. Il peut y avoir des suies, il peut y avoir du carbone brun, il y a plein de choses finalement qui se passent comme ça lorsque de la végétation est en feu.
Et ça, ça agit sur le climat. Donc il y a encore des couplages à compléter au sein des modèles pour bien prendre en compte ces phénomènes-là. Et puis aussi, d'ailleurs, pourquoi il y a des feux de forêt, pourquoi se déclenchent-ils, quelles sont les conditions qui permettent le déclenchement de ces feux de forêt. On a des modèles, mais qui restent à coupler. Faut compléter tout ça au sein des systèmes Terre. Et tout cela se fera dans un cadre très collaboratif, national, européen et international. Et donc, il s'agit de mieux représenter les cycles biogéochimiques. Alors, un exemple assez connu, en fait, le Sahara fertilise l'Amazonie. En tout cas, il y contribue de façon assez forte. Là, l'histoire a commencé il y a à peu près 8000 ans, lorsqu'il y avait un lac sur une bonne partie du Tchad. Il y avait 2 grands lacs au Sahara, à une époque où le Sahara était beaucoup plus humide qu'actuellement. Donc le lac était extrêmement poissonneux, et puis le climat a évolué sous l'effet des changements de paramètres astronomiques. Le lac s'est asséché, les poissons se sont décomposés, les restes sont là, et ça, c'est du phosphore qui se retrouve accumulé en grande quantité dans la dépression du Baudélé, dans le Tchad actuel. Et alors, vu que c'est une région assez venteuse, ce phosphore est transporté à une altitude autour de 4 à 5 000 mètres jusqu'en Amazonie, où ça permet de fertiliser la forêt. Finalement, dans les modèles, il y a des éléments de cycle du phosphore, il y a des éléments de cycle du fer, il y a d'autres éléments, mais on s'aperçoit qu'il faut compléter ces représentations pour représenter ces phénomènes au mieux. Et d'ailleurs, quand on complexifie les modèles, quand on introduit le cycle du carbone, on s'aperçoit que ce serait mieux si on prenait en compte le cycle de l'azote et d'autres cycles, de façon à améliorer la représentation du système Terre en général. Ça peut permettre aussi de réévaluer les trajectoires climatiques passées et futures dans leur représentation modélisée. Et ça permet aussi, si on complète suffisamment les modèles, et la façon dont on les complète, ce qu'on va faire exactement dans les modèles, ça résulte d'un dialogue qui se fera notamment dans le cadre du PC1 pour répondre à des questions, notamment sur les fonctions des écosystèmes en termes de productivité alimentaire, comme on en a déjà parlé, des productions, par exemple la production de bois ou certaines ressources océaniques. Alors les défis rencontrés par le PC8, alors un des défis vraiment c'est de faire qu'il soit assez naturel d'activer des systèmes Terre avec un contenu, une représentation des cycles biogéochimiques suffisante, mais que ce soit aussi naturel que d'activer un simple système physique, sans le faire systématiquement, si ce n'est pas nécessaire pour répondre aux questions. Il faut accélérer tout ça, parce que donc il y a des éléments de ces représentations dans les modèles, mais il faut continuer à les intégrer. C'est-à-dire que les connaissances ont beaucoup avancé au niveau des composantes des cycles biogéochimiques, c'est assez bien compris et connu, mais ce n'est pas encore dans les modèles. Et ce qu'il va falloir faire, au niveau de ces modèles-là, ces modèles complexes de système Terre, comme au niveau des modèles à plus haute résolution, il va falloir aussi les régler, les calibrer, avoir recours éventuellement, dans certains cas, pour ces modèles de biogéochimie très complexes et très lourds, à de l'apprentissage machine, de façon à éviter que ça coûte trop cher, et que ça n'utilise trop nos moyens de calcul. Donc sur les aspects complexité, en fait c'est Gaël qui va enchaîner avec les calottes polaires. Voilà. Merci David. Donc je vais essayer de pas trop tourner la tête et de regarder mon écran en face, sinon j'ai noté qu'on m'entendait mal. Je coordonne ce PC9 assisté de Sylvie Charby et Christophe Dumas, et puis également le CNRM est impliqué. En parcourant le résumé pour décideurs du rapport de synthèse du GIEC qui est sorti la semaine dernière, je suis tombé sur cette figure que je trouve particulièrement à propos pour positionner ce PC9 dans Trax. À gauche, vous voyez les projections d'évolution de niveau de la mer jusqu'à 2100 en fonction des scénarios. Et puis,
ligne nommée Low Likelihood High Impact Storyline sur laquelle je vais revenir. Et sur le côté droit, vous voyez pour différentes régions le risque associé avec une certaine élévation du niveau de la mer et en fonction également de notre réponse, on voit que ce risque peut être modulé. C'est particulièrement le cas en Europe. Ça illustre bien, donc, ça me permet aussi d'illustrer ce qui n'est a priori pas une évidence, que les services climatiques ont besoin de travailler sur les régions polaires pour être pleinement pertinents, en tout cas dans le cadre de services climatiques côtiers, puisque cette low likelihood high impact storyline est due essentiellement au comportement des calottes polaires et de l'Antarctique de l'Ouest plus particulièrement. Alors je vais essayer de détailler un petit peu plus les enjeux. Vous avez ici un schéma tiré de l'AR6 et du Working Group 1 qui présente la cryosphère depuis le Groenland en passant par les glaciers de montagne et l'Antarctique. Ces calottes polaires se forment par accumulation de neige qui se densifie, puis cette glace s'écoule depuis l'intérieur. D'accord. Je ne m'y attendais pas. Le pupitre est mobile. Donc, cette glace s'écoule depuis l'intérieur du continent jusqu'à sa périphérie. Elle se canalise à travers des glaciers émissaires, puis rejette à travers soit la fonte, soit le vélage d'iceberg de la glace dans l'océan. Stocke 7 mètres pour le Groenland d'équivalent niveau des mers et à peu près 60 mètres pour l'Antarctique. Et on observe une contribution de plus en plus significative depuis une vingtaine d'années de ces deux calottes, de l'ordre d'un bon millimètre de contribution annuelle. L'histoire est un petit peu différente pour le Groenland et pour l'Antarctique. Le Groenland, il y fait relativement chaud pendant l'été. La fonte de surface est importante. C'est une contribution importante, à peu près des 2 tiers de la perte de masse. Le dernier tiers étant dû à l'accélération des glaciers émissaires. Et on a donc bien là un problème qui est très atmosphérique, quelle va être la quantité de neige qui tombe, quelle va être la quantité de fonte, et également des boucles de rétroaction. Plus la fonte va être importante, plus l'albédo va diminuer, être amené à fondre, plus on va fondre, plus l'élévation va diminuer. Si l'élévation diminue, eh bien les précipitations sont de moins en moins solides, si bien qu'on peut passer un seuil qu'on estime autour de 1,5 plus de degrés, donc on en est assez proche de réchauffement, auquel cas l'accumulation n'est plus suffisante, la calotte ne peut plus se maintenir et le Groenland vient à diminuer inexorablement sur des échelles de plusieurs siècles à millénaires. Pour l'Antarctique, je disais que la situation est différente. La situation est différente parce qu'il fait nettement plus froid, la fonte en surface est beaucoup plus limitée et dans ce cas, la glace vient se prolonger sur l'océan pour former des plateformes de glace flottantes ou ice shelf. Vous m'excuserez, j'utiliserai probablement naturellement le nom anglais. Et ces plateformes ice shelf ont pour effet de retenir l'écoulement en amont. Lorsque l'océan vient fragiliser ces plateformes, eh bien l'écoulement s'accélère. C'est typiquement ce qu'on observe dans la région du secteur de la mer d'Amundsen avec les glaciers de Pine Island et Thwaites qui ont vu leur vitesse doubler en une vingtaine d'années et driver essentiellement le bilan de masse négatif de l'Antarctique aujourd'hui. Et cette région de l'Antarctique a une particularité, on le voit sur ce schéma qui est très bien fait, c'est que la partie posée repose sur un socle qui se trouve sous le niveau de la mer, mais en plus d'être sous le niveau de la mer, le socle s'enfonce à mesure qu'on va à l'intérieur du continent. Et dans ce cas-là, on est vraisemblablement dans une situation où on peut envisager des instabilités dynamiques de la calotte, si bien que lorsque la ligne d'échouage, la séparation entre la partie posée et la partie flottante vient à s'engager dans cette pente-là, le retrait devient inexorable et on peut envisager l'Antarctique de l'Ouest en particulier qui est dans cette configuration se démanteler à l'échelle de quelques siècles et de contribuer de plusieurs mètres à l'élévation du niveau de la mer. L'objectif donc du PC9, avec vous avez le nom complet en haut et son petit acronyme ISCLIM, a pour objectif d'étudier tout ce qui est relatif à l'évolution des calottes polaires et de leur interaction dans le système climatique. Et en particulier un sous-objectif qui est de contraindre les projections de la contribution du niveau de la mer et en particulier ces scénarios
à l'impact fort. Et pour remplir cet objectif, il va falloir développer des modèles du numérique de différents niveaux de complexité pour mieux évaluer les impacts et les rétroactions des calottes polaires dans le système climatique. Alors si j'ai été suffisamment clair, ce qui n'est pas forcément une certitude, sur les processus, vous avez compris qu'on va avoir besoin de différents ingrédients pour réaliser cela. Il va falloir continuer le développement de modèles de calottes polaires qui soient capables de reproduire en particulier les changements actuellement observés. Il va falloir améliorer la description de l'océan dans les cavités sous-glaciaires ou dans les fjords au Groenland et bien évidemment ses interactions avec les glaciers émissaires. Il va falloir améliorer la description des processus atmosphériques et de surface et de représenter, là encore une fois, les interactions et les calottes, les interactions avec la calotte. Tout cela pour être en capacité d'établir des projections, qu'elles soient centennales, sur plusieurs millénaires et de pouvoir identifier les potentielles occurrences de points de bascule. Et donc, sur les 8 ans du projet, l'objectif est de monter progressivement en complexité et d'intégrer ces modèles de calottes dans les Earth System Models nationaux. J'en viens à présenter le PC5 qui lui aussi est coordonné à Grenoble en la personne de Julien Le Sommer et de ses collègues sur les différents laboratoires qui sont présentés ici. L'excellence du travail leur est due et toutes les approximations que je vais faire sont ma faute. Donc, vous avez pu voir, et Julie l'a très bien explicité, l'historique que l'on a sur les modèles du système Terre, qu'il va falloir continuer à rajouter de la complexité, et je viens d'en donner un exemple à travers le rajout de la composante calotte polaire, qui est aujourd'hui la dernière composante manquante dans les modèles du système Terre. Et nous sommes face à des enjeux d'avoir un besoin d'informations quantitatives à plus fine échelle et une meilleure quantification des incertitudes. Tout cela se fait dans un contexte d'opportunités scientifiques et technologiques qui sont l'émergence de cadres conceptuels pour la quantification et la propagation des incertitudes, également la possibilité d'exploiter des jeux de données qui sont de plus en plus importants pour améliorer notre formulation de la physique ou calibrer les modèles, et avec 2 opportunités technologiques qui sont la modification de l'architecture des serveurs de calcul, le passage au GPU, l'Exascale qui nous arrive, et les questions d'intelligence artificielle qui progressent très fortement ces dernières années. Alors, l'objectif du PC5, intitulé Compact dans son acronyme, est de guider l'évolution technologique des modèles, que ce soit chaque composante ou leur interaction pour la décennie à venir. Et un autre enjeu extrêmement significatif est d'accompagner la nouvelle génération de chercheurs et d'ingénieurs vers ces nouvelles méthodologies et de les former. La vision qui est derrière est de pouvoir être en capacité d'explorer ces différentes approches, de les partager pour guider l'évolution de chacune des composantes des systèmes, avec un mot d'ordre, c'est la modularité entre les composantes et les systèmes. Pouvoir changer, comme l'expliquait Julie, de description éventuellement spatiale, tout en restant et en ayant une homogénéité. Et les codes doivent être organisés avec un bon niveau d'abstraction par rapport à la façon dont sont faites les machines. Ces machines évoluent et vont influencer la manière dont on organise des codes. Leur approche est, à mon sens, particulièrement sensée puisqu'elle se veut graduelle. On ne va pas renverser la machine des modèles du système Terre, qui est un gros paquebot qui a maintenant une 50aine d'années et quelques centaines de milliers de lignes de code. Donc une objectivité de continuité et d'intégrité des outils par la communauté. Et avec un travail d'abord sur les composantes qui sont partagées entre l'IPSL et le CNRM, passage au GPU des composantes atmosphériques, et de former un groupe cohérent qui soit visible pour à la fois guider la communauté TRAX, mais également être en capacité d'interagir avec les communautés extérieures, et je pense par exemple au PEPR NUMPEX.
Voilà, donc les équipes impliquées, les trois grands sites, Paris, Toulouse et Grenoble sont impliqués dans ce projet. Les actions concrètes, j'ai commencé à les décrire dans le slide précédent, avec des actions sur un temps court, comme le portage GPU, le travail aussi aux outils et à la convergence des outils de couplage entre les composantes du système Terre, et puis sur un temps plus long, aller jusqu'à, en 2029, des ESM démonstratifs qui soient natifs par l'intelligence artificielle, ce qui est très ambitieux. Et on retrouve ici les différents axes de travail, l'organisation du travail tel qu'il est fait dans Compact, et en fait, le titre est très bien fait puisqu'il se découpe en 3 parties. Travailler sur l'efficience des calculs et leur portabilité, des modèles climatiques plus efficaces, leur modularité, et qu'ils soient à terme entraînables, autrement dit, prêts pour l'intelligence artificielle et l'émulation. Et je vais laisser Olivier finir. Bien, bonjour. Donc, je vais enchaîner avec les 2 derniers PC, PC7 et PC6. Donc, tout d'abord, PC7, dont l'acronyme est Impression ESM. Et il concerne la représentation des processus physiques dans les modèles de climat, dans les modèles de système Terre. Il fait intervenir les équipes de Toulouse, de Grenoble et de Paris. Et donc là, il y a la liste des coordinateurs dont certains sont dans la salle. Alors, il part du constat que les modèles de climat, ils ont fait beaucoup de progrès. Il y a un certain nombre de succès qu'on peut leur mettre à leur crédit, mais il reste aussi il reste imparfait, il reste un certain nombre de biais systématiques, et il y a de nombreux processus physiques qui sont soit manquants dans ces modèles, soit mal représentés, et dont on pense qu'ils sont importants pour le climat. Et donc, les objectifs du PC, c'est de mieux modéliser ces processus de manière à mieux comprendre le système Terre. C'est d'ajouter de la complexité dans les modèles, mais la bonne complexité, le bon niveau de complexité pour l'objectif, et donc de réduire les biais, d'augmenter la confiance dans ces modèles, d'augmenter leur robustesse, y compris pour tous les processus biogéochimiques dont on a parlé avant, puisque un certain nombre de processus biogéochimiques doivent pouvoir s'appuyer sur une bonne physique dans le modèle. Si on pense au cycle du carbone, au cycle de l'azote ou au feu, etc., eh bien, nécessairement, les précipitations, ça va être important, l'humidité du sol, ça va être important. Donc, la biogéochimie va avoir besoin de cette physique et parfois inversement. Et ensuite, dernier objectif, c'est aussi donc de préparer la future génération d'experts en modélisation du système Terre, puisque ces modèles, ils ont déjà 30-40 ans d'histoire, et donc la première génération, les personnes qui étaient là au début, commencent à arriver en fin de carrière. Donc ces processus physiques, ils viennent concerner l'ensemble des compartiments, l'océan, la glace de mer, l'atmosphère, les surfaces continentales, la neige, et puis aussi les interfaces entre ces différents compartiments. Donc j'en ai illustré quelques-uns ici. Souvent, c'est des processus physiques de petite échelle. Pas toujours, mais c'est généralement le cas. Et il y a un certain nombre dont on se dit, on a des éléments qui nous permettent de dire qu'on pense qu'ils sont importants. Donc là, j'en ai montré 2 qui ont un lien avec les nuages. Le premier, c'est un système convectif. Vous voyez qu'il y a sous le système convectif de l'évaporation des pluies qui créent des courants de densité, qu'on appelle ça des poches froides, qui viennent ensuite soulever l'air, et ça va permettre d'entretenir la convection. Donc ça, c'est des poches froides, c'est quelque chose qu'on cherche à mieux représenter dans nos paramétrisations de la convection. Et puis qui reste à des choses de petite échelle, même si on augmente la résolution, il y aura toujours ce besoin de paramétrisation. Le deuxième exemple, ça montre des traînées d'avion, donc c'est un exemple un petit peu personnel, égoïste, parce que je m'intéresse aux traînées d'avion, parce qu'on pense qu'il y a un impact climatique sur lequel on peut peut-être agir, mais c'est aussi la signature de régions de la haute atmosphère qui sont sursaturées par rapport à la glace, et donc on est hors équilibre thermodynamique, et donc il y a des choses à paramétrer ici, et puis il y a aussi de la microphysique des nuages en lien avec les aérosols.
Le troisième exemple, en haut à droite, c'est l'hétérogénéité des paysages et donc des surfaces, avec des répercussions sur la manière de faire les bilans d'énergie dans l'atmosphère, dans le couplage avec la couche limite, bien sûr aussi l'impact sur les sols, sur l'humidité, etc. Là, on a une situation qui est relativement plate, mais en présence de relief, on a d'autres problématiques qui apparaissent avec la neige, avec l'infiltration, avec aussi les flux latéraux d'eau dans le sol qui deviennent importants quand on augmente la résolution. Et puis, dernier exemple en bas à droite, eh c'est la glace de mer. En fait, il y a plein de différents types de glace de mer. Ici, c'est un type où il y a des polynies, donc des espaces d'océan libres, donc un océan qui rentre en contact avec l'atmosphère, et donc ça a un impact différent d'une glace de mer qui est complètement compacte. Et puis, on a aussi de la fonte en surface, et donc une glace de mer avec de l'eau liquide par-dessus, ça change son pouvoir réfléchissant, son albédo. Donc ça, c'est tous des exemples de processus, par exemple, auxquels il faut s'intéresser. Alors, les défis du PC7, ils sont multiples. Donc, c'est bien entendu de faire des nouveaux modèles numériques, mais ces nouveaux modèles numériques, ils doivent s'appuyer sur des modèles théoriques. C'est-à-dire qu'on veut que les paramétrisations, elles aient un sens physique. Et donc, il faut pouvoir dégager un modèle théorique dans ces processus clés. Tous ces nouveaux modèles doivent s'appuyer aussi sur des observations. Donc, il faut avoir les bonnes observations. Ça peut être des observations in situ, des observations satellitaires. Il y a bien sûr un lien à faire avec le satellite. Mais aussi, de plus en plus, sur des modèles à plus haute résolution ou des modèles à plus grande complexité qui seraient bien entendu trop coûteux d'utiliser dans un modèle de climat, mais qui peuvent nous permettre de dégager des idées ou des données pour les paramétrisations, aussi bien d'un point de vue structurel, mais aussi après pour les calibrer. Et puis, ce qui s'ensuit, c'est l'explorer le potentiel de l'intelligence artificielle avec cette idée, encore une fois, qu'on va vers une hybridation entre modèles physiques et modèles statistiques. L'organisation, elle est très classique, avec les 4 work packages qui concernent différents compartiments, l'atmosphère, les surfaces continentales, l'océan, la glace de mer, et puis, il ne faut pas oublier les interfaces, puisque les modèles, ils ont été développés de manière historique, un petit peu par compartiment, et donc on a un problème pour les coupler au niveau de leurs interfaces. On a des repères temporels qui sont illustrés ici et qui reviennent sur un certain nombre de ces processus de petite échelle dont je parlais tout à l'heure, qu'on veut chercher à améliorer. Et donc, il y en a un petit peu tout au cours du projet TRAX. On arrive sur le PC6 Quintet, qui concerne donc la quantification des incertitudes, la calibration des modèles et leur mise à l'équilibre avec les coordinateurs qui sont indiqués ici. À nouveau, un axe Toulouse-Paris qui concerne Météo France, le CNRS, le CEA et une dynamique très forte sur ces questions-là. Je dirais que c'est un PC qui est peut-être plus méthodologique, en ce sens qu'il va venir un petit peu au service des autres PC, mais qui génère lui-même ses propres questionnements scientifiques, qui sont d'ailleurs, par ailleurs, très, très intéressants. Et donc, les objectifs ici sont au nombre de 4. C'est de développer des méthodes de calibration des modèles de climat qui soient le plus automatiques possible, de manière à ce que chaque fois qu'on rajoute quelque chose dans un modèle, on ne se pose pas forcément la question de comment ça va interagir avec le reste, mais qu'on puisse utiliser les bénéfices d'une nouvelle paramétrisation dans le contexte d'un modèle qui a été recalibré, puisque souvent, quand on rajoute quelque chose, le modèle qui en résulte n'est pas forcément meilleur parce qu'il a été calibré sans tenir compte de la nouvelle paramétrisation qu'on a mise. Donc, c'est de développer, d'être le plus automatique possible sur ces questions-là. Donc ça, on arrive déjà à le faire pour tout ce qui est des processus ou de tout ce qui est des processus relativement rapides dans le modèle. Mais quand on commence à s'attaquer à des choses où il y a des échelles de temps plus longues, eh bien, on se heurte à la question de l'équilibrage des modèles. Et donc, on a impérativement besoin d'avoir des méthodes pour équilibrer ces modèles de climat, donc faire la phase de spin-up, si vous voulez, de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et puis ensuite, on rentre dans une vision un peu plus ensembliste de la modélisation du climat, avec donc
les incertitudes paramétriques, puisque ces méthodes de calibration ne donnent pas forcément un seul jeu de paramètres, mais peuvent en donner plusieurs jeux de paramètres qui sont équivalents, et donc on peut réaliser plusieurs simulations, et ça permet d'accéder aux incertitudes qu'on peut caractériser. Et le quatrième objectif, c'est justement de caractériser ces incertitudes, mais aussi en présence de contraintes. Donc comment est-ce qu'on arrive à réduire les incertitudes grâce aux contraintes observationnelles. Et donc ça, c'est illustré à droite, mais je ne reviens pas sur ce graphique, puisque Julie l'a déjà montré. Et donc voilà, si on arrivait à diminuer l'incertitude sur le futur de la MOOC, c'est un objectif ultime qui nous intéresse. Donc les défis de ce PC, c'est d'utiliser au mieux les données dont on dispose, c'est de faire des allers-retours entre les résolutions. Il y a toute une hiérarchie de modèles, donc des allers-retours entre des modèles à plus basse résolution, des modèles à plus haute résolution, avec cette problématique d'accélérer la mise à l'équilibre et puis aussi nos méthodes de calibration, et puis aussi comment est-ce qu'on peut déterminer les conditions initiales pour des projections climatiques dans un contexte donc de climat qui finalement n'est jamais à l'équilibre. Et donc il y a toute une histoire sur des échelles de temps multiples, plus ou moins longues, sachant qu'il y a un certain nombre de compartiments qui ont de la mémoire, qui ont des échelles de temps longues, et donc l'évolution du climat peut dépendre dans une certaine mesure de l'état initial. L'organisation, on retrouve un petit peu les trois thèmes de ce PC, avec la calibration des modèles, la mise à l'équilibre avec la problématique de ces longues échelles temporelles et la quantification des incertitudes. Et puis à nouveau nos repères temporels qui nous amènent jusqu'en 2030 avec l'objectif final d'avoir des projections climatiques mieux contraintes par les observations et qui pourront venir alimenter les autres PC et en particulier les PC 1 à 4. Voilà pour ce qui est des PC 7 et 6. Et je pense qu'on a fait le tour du bloc PC 5 à 10. Donc, est-ce qu'on organise les questions par rapport à tous les PC, c'est ça? Oui. Merci beaucoup. Vous êtes formidables. On est pile dans les temps pour avoir quelques questions de la salle, si elle n'est pas trop fatiguée. N'hésitez pas à lever la main ou bien là-haut me dire s'il y a des questions sur le chat. Oui, il y a une question là. Marina. Oui, bonjour. J'ai une question du coup qui vient du chat et c'est pour Julie D. Donc la question c'est: est-il envisagé dans la hiérarchie des modèles utilisés dans Trax de développer ou d'utiliser en plus des CGM des modèles simples idéalisés de type modèle en boîte, Aquaplanet, etc. Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie dans l'axe complexité d'éléments très intéressants pour vraiment regarder des boucles de rétroaction ou du moins des propriétés des modèles en termes de stabilité, en termes d'existence et d'unicité d'état d'équilibre qui sont très intéressantes. Maintenant, vous dire que ce sera une contribution de Trax et que sans Trax ça n'existerait pas, je crois que ce serait mentir. Je pense que ce travail-là fait partie de tout l'ensemble des outils qu'on utilise, nous, climatologues, pour mieux comprendre le climat et mieux comprendre les choix de représentation et ce que ça implique sur les projections futures. Et finalement, Trax, c'est ça. C'est des choses en plus, mais c'est ça aussi. Donc moi, je dirais que oui, dans la hiérarchie qu'on entend au sens large, tout ce qu'on utilise pour comprendre et après représenter le climat, ça en fait partie. D'autres questions? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces présentations. C'est une question juste sur ce sur quoi on vient de finir, sur contraindre les projections par les observations. Par exemple, dans l'océan, ce qui est quand même une surface assez importante, on a des efforts d'échantillonnage et d'observation qui sont tout à fait inégaux dans l'océan Indien par rapport à l'Atlantique Nord, par exemple. Est-ce que ça, c'est une limitation qui pose problème pour Trax et les objectifs de modèles? Et comment, si oui, comment vous y faites face? Est-ce qu'il y a des idées, des solutions? Alors, c'est pour moi encore en tant que porteuse du PC6, mais si Juliette, tu veux compléter ma réponse, tu seras la bienvenue. Moi, je pense que dans les contraintes, j'aurais pas vu le biais Atlantique versus le reste, j'aurais plutôt vu le biais observation en surface versus en profondeur.
parce qu'avec les satellites, on a de plus en plus d'informations sur la surface des océans. Malheureusement, cela ne suffit pas à bien comprendre l'état des courants en profondeur, et notamment sur la figure qui était dans le slide avant, sur la MOX, c'est-à-dire cette grande circulation de grande échelle, qui a aussi un rôle important sur le cycle du carbone à l'échelle mondiale. Donc là, non, ce serait usurpé que de dire qu'on va mieux comprendre. Par contre, on va mieux calibrer ou du moins quantifier les incertitudes associées. Ça, oui, c'est l'objectif. C'est là aussi l'intérêt. Donc, quand Olivier dit c'est des méthodes qui sont... Enfin, ce PC porte ses propres questions, c'est vrai. En fait, c'est vraiment une question ouverte. Dans quelle mesure le peu d'observations disponibles peut nous informer sur cette quantification d'incertitude et qu'est-ce qu'on peut faire, pas pour les réduire, mais au moins pour bien la cibler et pour la garder à l'esprit. Il y a d'autres éléments qui sont mieux observés sur lesquels on va pouvoir contraindre. Mais c'est une question. Est-ce que pour tous les services climatiques que Trax délivrera, on aura besoin d'avoir cette circulation, la MOC, dans le parfait état comme elle est actuellement? C'est pas sûr. C'est pour ça qu'on a besoin de cette hiérarchie de modèles. Pour certaines questions climatiques, on en aura besoin. Et pour d'autres, on aura besoin de contraindre avec d'autres observations qui, là, pour le coup, sont beaucoup plus exhaustives, beaucoup plus complètes. Et là, dans ces cas-là, cette histoire de contrainte, elle pourra vraiment s'appliquer. Du coup, je vais compléter par un peu une autre question. C'est intéressant, cette question. Et ce matin, j'étais au labo, en fait, donc je m'excuse d'avoir loupé les discussions, et je discutais avec ceux qui restaient au labo, et c'était beaucoup des gens des observations qui disaient « Ah, où tu vas ?» Et je dis « Ah, bah, je vais à Trax. » « Ah, qu'est-ce que c'est Trax? Modélisation climatique. » Moi, je partage mon bureau avec quelqu'un qui fait des observations satellites, et en face, il y en a un tel qui fait des observations à la mer. Et donc, c'est peut-être une question pour le COPIL, les organisateurs, c'est comment est-ce qu'on met en évidence le lien avec les observateurs et comment est-ce qu'on les embarque? Parce qu'en fait, effectivement, il nous manque des observations. Peut-être qu'on ne sait pas très bien quoi faire des observations, nous, modélisateurs. En tout cas, on n'en fait peut-être pas toujours une observation optimale, enfin une utilisation optimale, pardon. Voilà, et donc j'aurais bien aimé rebondir là-dessus. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on loupe ce lien. Quand on a construit Trax, on l'a construit rapidement et on l'a construit avec l'esprit communauté modélisation du climat. Il est évident qu'on ne peut pas faire sans les observations et qu'il va falloir embarquer aussi cette communauté-là. Je pense qu'il faut aller vers la compréhension des processus, et ça, c'est quelque chose qu'on partage. Et donc, il y a un appel d'offres sur l'évaluation, et peut-être qu'il faudra être très proactif pour construire ensemble ce qu'on n'a pas eu le temps de construire quand on a construit Trax. Guillaume a une question, un complément peut-être de... Un complément pour compléter et puis répondre aussi à Juliette. Et en écho à ce qui était dit sur Copernicus tout à l'heure, le but avec le PC2 ne va pas être de réinventer la roue. Donc c'est vrai pour Copernicus et c'est vrai pour d'autres projets avec lesquels on va se lier. Je pense notamment au PIA3 Gaia Data, dont le but va être de mettre en commun sur une même infrastructure les données de modèle et les observations, avec toute l'expertise scientifique de ces autres communautés avec lesquelles on interagit moins et qui pourront nous dire comment utiliser ces observations pour des évaluations de modèles. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a Yves. Yves a une réponse peut-être. Et dans le chat après. C'est plus une continuation sur cette ligne de pensée. Moi, j'ai vu des exposés extrêmement intéressants sur l'intégration des résultats de modèles et d'observations ensemble pour faire des champs complets. En particulier, ça concerne le dépôt d'espèces azotées, enfin des dépôts, donc des techniques qui associent à la fois les modèles et les observations pour essayer de faire des champs cohérents où on travaille sur les incertitudes et on donne des incertitudes sur les champs en fonction de la densité d'observation qu'on a sur certaines échelles. Et je crois que ce sont des approches vraiment intéressantes sur lesquelles ce serait pas mal d'essayer d'associer des gens qui ont ces approches à nos travaux, parce qu'on est un peu... on pourrait être assez actif dans le processus de construire ces champs. Oui, alors on n'a pas dit effectivement le mot assimilation, et je regarde ta voisine assez fixement.
Je pense que s'il y a des choses qu'on sait faire, voilà, il faut encore une autre chose à intégrer. Oui, j'y pensais, mais je pense que c'est un peu en filigrane, hein. J'ai parcouru les textes déjà rédigés des différents PC. Effectivement, si on veut faire de la quantification d'incertitude, il faut une contrainte. Et la contrainte, tu ne peux pas la prendre à point de grille. Tu es obligé de reconstituer des champs qui soient physiquement cohérents à partir d'informations ponctuelles pour pouvoir comparer directement aux sorties des modèles. Et ça, on le fait. Ça, c'est déjà des choses qui existent, qui sont à l'IPSL en tout cas. On le fait. Et je pense que ça contribuera au PC6 et à d'autres PC. Et peut-être qu'il y a d'autres exemples comme celui-ci. Enfin, moi, je fais ça sur le millénaire et la partie historique également. Merci Myriam. On avait une question sur le chat ? Oui, alors en fait, il y en a deux. Il y en a une qui concerne un petit peu plus Julie ou Olivier, et c'est quel bilan tirez-vous des simulations PPE de nos collègues britanniques ? Ce bilan est-il suffisamment positif pour nous lancer à notre tour dans ces exercices relativement coûteux sur le plan numérique ? Et j'enchaînerai peut-être après avec la deuxième question. Non, je la dirai. Oui, donc je pense que ça fait référence à un exercice qui s'appelait QUAMP, qui date déjà un petit peu, où ils avaient pris un modèle relativement basse résolution et puis ils avaient varié beaucoup les paramètres. Et après, je pense qu'ils avaient appliqué un petit peu de contraintes émergentes. Ça donnait un ensemble qui était quand même très hétérogène. Et l'idée, je pense que nous, on a beaucoup évolué là-dessus en mettant des contraintes sans doute à différents moments de la construction, pas seulement à la fin, une fois qu'on a produit tout l'ensemble PPE, mais dès la construction de l'ensemble, en ne sélectionnant des modèles qui sont compatibles avec les observations à différentes échelles et tout au long de la construction du modèle. Alors pour le moment, on s'intéresse aux échelles de temps les plus rapides, donc en lien avec l'atmosphère ou dans TRAX des processus océaniques, mais qui sont plus rapides, comme liés à la glace de mer. Et là, je pense qu'on va pouvoir être beaucoup moins coûteux, enfin, disons, avoir un ensemble dont l'utilité est bien plus grande par rapport à son coût, puisqu'on l'aura rationalisé. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Julie. Oui, je peux compléter sur le fait que ça fait partie des objectifs du PC6 et qu'on ait bien conscience de tous les enjeux, de toutes les difficultés. Il y a eu déjà des exercices en effet similaires qui ont existé. Peut-être souligner quand même qu'à l'IPSL, en fait, nous on a fait un ensemble pas PPE mais Perturb Initialization pour CMIP6, si on peut dire, PPI ou PI. Et en fait, ça nous a appris énormément, notamment sur ce que je vous racontais vis-à-vis de ce problème de démarrage, dans quel état de la phase de la MOC pour les projections du futur. Donc oui, c'est riche d'enseignements. Non, toutes les questions n'ont pas été évoquées, et notamment la difficulté de produire ces ensembles avec des modèles couplés qui ne sont pas équilibrés. Et combiner tout ça, je peux vous refaire encore une hiérarchie, on peut mettre 3, 4, 5 axes. Voilà. Maintenant, comme c'est en ligne, j'en profite pour les gens en ligne qui ne sont pas là. Si vous êtes climatologue, si vous êtes intéressé par ces questions, mais vous n'êtes pas encore dans TRAX, mais c'est le moment de nous rejoindre. Et quelque part, on a déjà un petit peu un prototype d'un mini PPE avec un travail de Juliette où il y a eu la construction de 4 versions du modèle couplé avec 4 sensibilités climatiques différentes, mais pour autant une climatologie du modèle qui sont similaires ou tout du moins acceptables toutes les 4. Oui, alors il y a une question pour Guy sur les horizons temporels les plus demandés par les utilisateurs de services climatiques. Les horizons temporels demandés par les différents utilisateurs de services climatiques. Bon, ça dépend évidemment du secteur, mais ce que nous avons constaté, c'est que les secteurs qui demandent ou qui sont intéressés par des courtes durées d'horizon ne sont pas très enthousiastes à travailler avec les services climatiques. Ce sont plutôt les banques, les gens qui font des infrastructures à long terme, qui sont vraiment intéressés. Je vous donne un exemple. Un jour, on s'est dit qu'il faut qu'on parle à l'agriculture. L'agriculture va être
fortement endommagés par le changement climatique. Et ces représentants de l'agriculture sont venus et nous ont dit, écoutez, d'accord, mais nous, on sait d'une année à l'autre, les températures changent de 3-4 degrés, les précipitations changent de manière importante, on sait ce qu'on doit faire parce que la variabilité rapide, on a l'expérience. Alors, s'il y a encore 1 degré en plus qui vient du changement climatique, pour nous, ce n'est pas un truc très important. On a dû quand même leur expliquer qu'il y avait d'autres problèmes qui devaient les toucher, mais ils n'étaient pas convaincus. On avait aussi vu, par exemple, les gens qui s'occupent de la navigation sur le Rhin. On leur avait fait remarquer que peut-être dans quelques années, à certaines saisons, il n'y aura pas suffisamment d'eau dans le Rhin, la navigation devrait s'arrêter. C'est un problème important. Bon, alors là, ils nous ont dit, oui, mais bon, ça, si vous nous le dites 6 mois d'avance, c'est bon. On a le temps de mettre tout ce qui est sur les péniches, sur des trains, sur des camions, tout ça est prêt. Ça peut d'ailleurs arriver à tout instant, donc on a des plans de secours. Par contre, si on parle à la Société des chemins de fer, si on parle aux banques, si on parle aux assurances, tous ceux qui font des travaux à long terme sont intéressés par le climat et donc par ce que les services climatiques peuvent apporter. Merci beaucoup. Ah, on a une question, Emilia, là. Oui, c'est une question un peu politique. Je me demande, parce qu'on a entendu parler aujourd'hui des SASCAL, améliorer la résolution dans les modèles PPE, mais comment on participera TRACS à la réflexion sur la sobriété scientifique qui a été déjà menée dans l'INSU. Je pense qu'on a des messages importants à faire passer. Voilà, c'est la question que je pose. Merci Emilia, c'est un point que je voulais vous dire tout à l'heure mais que j'ai oublié de dire. Oui, je pense qu'on a en effet un message à faire passer. Alors la réponse qu'on nous amène souvent sur l'évolution des infrastructures, c'est que les GPU sont plus efficients, plus efficaces, je me trompe toujours entre les deux, bref, meilleurs pour l'environnement. Bon, la question que je réponds derrière, c'est est-ce que c'est vraiment le cas pour nos applications? Et je pense que dans l'évolution de nos logiciels, de nos outils, sous la contrainte de ces infrastructures, il faut faire attention à ça aussi, en effet. Donc ça a un impact direct sur la résolution effective de nos modèles, mais ça a aussi un impact sur la façon de construire ce type de hiérarchie dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça que, voilà, on ne dit pas il nous faut un modèle ou deux, un de l'IPSL, un de CRM, à haute résolution, avec des cibles biogéochimiques et des calottes pour faire un ensemble de projections futures. Ce serait mentir. Je pense que le concept de cette hiérarchie répond aussi à ce besoin de sobriété. Donc, la réponse à ta question, c'est vraiment même dans l'élaboration de TRACS. Seulement, on a oublié effectivement d'en parler. Voilà. Eh bien, je dois dire que je suis vraiment impressionnée parce qu'on est parfaitement à l'heure. Et je remercie vraiment tous les intervenants. Ah, on n'a pas de merci. Je remercie tous les intervenants. Je pense que c'était une journée très riche, avec beaucoup d'éclairages différents et des promesses tenues de la part des différentes présentations. Voilà, donc je pense que ça y est, on peut le dire, TRACS est lancé pour les 8 prochaines années, ou peut-être même un petit peu plus. Et donc, merci à tous. Merci aussi aux personnes qui se cachent là-haut, et puis qui sont peut-être même cachés dans quelques bureaux, qui ont vraiment énormément aidé à la fois à la construction du projet de gouvernance, mais aussi là pour le kick-off. Vous les avez vus à l'entrée, vous les avez vus au buffet aux pauses, etc. Elles sont discrètes, mais ça a vraiment été un très très gros coup de pouce, donc on vous remercie de tout cœur. Voilà, je suis un petit peu émue parce que ça y est, c'est fait. Et donc, on se retrouvera tous les ans. Oui,
Quelques mots aussi pour conclure, parce que Massa a remercié les collègues de l'INSU en particulier là, qui nous ont aidé à monter l'événement et à l'organiser. Il faut aussi qu'on se remercie nous-mêmes en quelque sorte, c'est-à-dire tout le collectif des collègues qui ont contribué depuis presque 2 ans maintenant à monter l'idée de Trax et puis ensuite à la mettre en musique pour la soumettre dans les appels à projets et puis ensuite la phase qui finalement est très riche. On a vu au courant de la journée finalement, on avait promis une vision un peu spiralaire, là où on avait de plus en plus de détails, et les derniers exposés ont bien montré toute la richesse, et y compris, et peut-être c'est quelque chose qu'on ne montre pas assez, pour les modèles de climat, à quel point il y a encore des défis scientifiques majeurs à relever pour les enrichir et pour en tirer le meilleur parti. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en exergue dans Trax, et je crois qu'on a réussi, et c'est vraiment ce qui ressort de mon point de vue des exposés qu'on vient de voir. Au-delà, bien sûr, des enjeux sur les services, sur les impacts, dont on a aussi beaucoup parlé aujourd'hui. Et donc, voilà, remercier tous les collègues qui sont aujourd'hui en train de finir la rédaction des projets ciblés. On est quasiment au bout pour certains, et j'espère qu'on pourra bientôt les lancer concrètement, et donc pouvoir lancer les premiers recrutements qui permettront de venir renforcer nos équipes pour mettre en œuvre tous ces travaux. Voilà, donc remercier tous les collègues des services administratifs là-dessus, et puis remercier les parties prenantes, dont certaines sont déjà dans la place et dans la salle aujourd'hui, et qui vont nous aider justement à encore mieux identifier les besoins, travailler sur la co-construction qui a été évoquée plusieurs fois. Donc on n'a peut-être pas toutes les parties prenantes encore dans la salle aujourd'hui, mais il y en a certaines à distance sans doute, et puis on va continuer cette construction dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et puis je signale aussi 2 dernières choses, et après j'arrête. Je rappelle l'événement à l'Académie du Climat à 19h. Pour ceux qui ne sont pas totalement épuisés, vous êtes les bienvenus pour venir nous rejoindre. Il y aura des intervenants que vous avez déjà vus et d'autres que vous n'avez pas encore vus aujourd'hui. Donc c'est un événement tout à fait complémentaire du lancement d'aujourd'hui. Donc 19h, Académie du Climat, Paris 4e. Et puis mentionner que pour le projet Trax, concrètement, on se retrouve demain et vendredi matin dans le cadre d'un lancement, cette fois-ci du consortium et des équipes qui sont dans le cœur de Trax, et donc on va avoir 1 jour et demi de travail dès demain matin à Jussieu. On va digérer et commencer à digérer tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, les questions, les sujets sur lesquels il faut qu'on avance, et dont il faut qu'on tienne compte, ce qui a été exprimé aujourd'hui, qui est très riche, très stimulant. Et puis voilà, finaliser le démarrage, sachant que on démarre dès que possible. On part pour 8 ans, et donc ce qu'on n'arrivera pas à mettre en œuvre tout de suite, ça ne veut pas dire que c'est fini. On pourra enrichir, progresser dans notre façon de travailler dans les prochaines années pour être un programme le plus utile, le plus inclusif et le plus riche possible dans ce qui nous permettra de faire en matière d'amélioration de la compréhension de l'évolution du climat, de ses impacts et du prototypage des services climatiques qui est au cœur de cette démarche et de ce programme. Voilà. Merci encore de votre présence, bonne fin de journée, et puis à bientôt, à tout à l'heure pour ceux qui seront là à l'Académie du Climat, à demain pour ceux qui seront là avec nous à Jussieu pour ce travail, et puis à bientôt pour vous toutes et tous. Voilà, merci beaucoup et merci à Massa. Merci à toi.